a une grande destinée et il a des mains solides. ONG Bac 2, La naissance du dragon, 2008, analyse et explication. ONG Bac 2, La naissance du dragon, 2008, est une œuvre cinématographique qui, dès son titre, instaure un malentendu. Ces analyses et explications visent à éclaircir que ce film n'est pas la suite directe du célèbre ONG Bac mais bien une préquelle, une histoire se déroulant plusieurs siècles auparavant. Cette œuvre cinématographique instaure d'emblée un malentendu par son titre. Ces analyses et explications visent à éclaircir qu'il ne s'agit pas de la suite directe du célèbre premier volet mais bien d'une préquelle, une histoire se déroulant plusieurs siècles auparavant. Le récit nous transporte dans la Thaïlande du XVe siècle, une époque de seigneurs de guerre, de complots et d'arts martiaux ancestraux. Ces analyses et explications soulignent ce changement de contexte radical par rapport à l'univers contemporain du film précédent. L'intrigue débute avec Tien, le fils du noble seigneur Sia Desho. Ces analyses et explications montrent que son destin bascule lorsque son père, pour le soustraire à un complot politique, l'envoie chez le maître de danse classique Kon Bua. Le film installe rapidement une ambiance tragique. Ces analyses et explications détaillent comment la tentative de protection échoue. Les parents de Tien sont sauvagement assassinés sur ordre du seigneur Rajasena par un mystérieux guerrier masqué. On voit le jeune Tien fuyant ce massacre, pour tomber directement dans les griffes de marchands d'esclaves. Ces analyses et explications décrivent sa rébellion, qui le mène à être jeté dans une fosse aux crocodiles, une épreuve qui aurait dû lui être fatale. Le film introduit alors un élément salvateur en la personne de Chernan, le chef charismatique d'un clan de brigands appelé les Griffes de Garuda. Ces analyses et explications mettent en lumière comment Chernan, impressionné par la bravoure du garçon, le sauve in extremis. Le récit devient alors celui d'une formation. Ces analyses et explications expliquent que Tien grandit au sein de ce clan, adopté par Chernan qui devient une figure paternelle de substitution, et y apprend une multitude de disciplines martiales. L'histoire met en scène un parcours initiatique rigoureux. Ces analyses et explications détaillent comment, des années plus tard, Tien, devenu adulte et interprété par Tony Jaa, doit passer 3 épreuves pour être officiellement intronisé membre des Griffes de Garuda. Ces épreuves sont présentées comme un festival de chorégraphie martiale.
Ces analyses et explications décrivent des combats variés qui mettent en valeur différentes techniques, du combat à main nue à la maîtrise des armes blanches. Le film ne fait jamais oublier la soif de vengeance qui anime le héros. Ces analyses et explications soulignent que, malgré son intégration au clan, Tien reste hanté par le meurtre de ses parents et projette de tuer le seigneur Rajasena. On le voit passer à l'acte lors d'une fête au palais. Ces analyses et explications décrivent son infiltration et sa tentative d'assassinat, qu'il croit réussir avant de fuir pour retrouver les siens. Le scénario opère alors un retournement de situation majeur. Ces analyses et explications relatent le retour de Tien au village des brigands, qu'il découvre étrangement vide et silencieux, un silence précurseur d'un danger imminent. L'action bascule dans un combat dantesque. Ces analyses et explications décrivent l'attaque soudaine du village par une armée de ninjas, forçant Tien à un affrontement désespéré pour sa survie. Le film introduit alors l'un de ses personnages les plus marquants. Ces analyses et explications présentent l'homme corbeau, un guerrier masqué d'une férocité et d'une puissance surnaturelle, qui finit par vaincre et capturer Tien. On voit alors réapparaître le seigneur Rajasena, bien vivant. Ces analyses et explications révèlent qu'il portait une armure cachée, déjouant ainsi la tentative de meurtre de Tien. L'histoire atteint son point culminant dramatique avec la révélation de Rajasena. Ces analyses et explications dévoilent l'effroyable vérité. Le meurtrier masqué des parents de Tien n'est autre que Shernan, son propre père adoptif. Le film expose la trahison de Shernan, qui a pactisé avec Rajasena pour sauver sa vie. Ces analyses et explications montrent l'horreur et la confusion qui s'emparent de Tien face à cette révélation. Le récit confronte alors le fils adoptif au père bien-aimé devenu l'objet de sa haine. Ces analyses et explications décrivent ce combat tragique, chargé d'une émotion déchirante où chaque coup porte le poids des trahisons passées. Le dénouement survient dans un acte de rédemption. Ces analyses et explications expliquent comment Shernan, rongé par la culpabilité, provoque volontairement sa propre mort en se jetant sur l'épée de Tien, offrant ainsi sa vie en expiation. L'œuvre se conclut sur une image de désespoir. Ces analyses et explications décrivent Tien, vaincu psychologiquement et physiquement, capturé par les hommes de Rajasena, promis à la torture et à l'exécution, un cliffhanger qui appelle une suite. La production de ce long-métrage fut aussi mouvementée que son récit. Ces analyses et explications se penchent sur le contexte de tournage, marqué par la disparition temporaire de Tony Jaa du plateau en 2008. Le tournage a été interrompu, ce qui a engendré des problèmes financiers et contractuels. Ces analyses et explications rapportent que le producteur a évoqué un préjudice, tandis que Tony Jaa justifiait son geste par un manque de financement. La réalisation a nécessité l'intervention de Panari Tikre, le mentor de Tony Jaa. Ces analyses et explications soulignent que ce dernier a été appelé en renfort comme co-réalisateur pour tenter de sauver le projet et le mener à son terme. Le film porte les stigmates de cette production chaotique. Ces analyses et explications notent que le montage final, jugé parfois décousu, et la structure narrative en cliffhanger sont des conséquences directes de ces difficultés. Cette œuvre marque une rupture tonale profonde avec son prédécesseur. Ces analyses et explications insistent sur l'abandon du contexte urbain pour une fresque historique épique, tragique et violente. Tony Jaa ambitionnait de créer un véritable film de sabre, un Shambara à la thaïlandaise. Ces analyses et explications soulignent sa volonté de proposer une œuvre plus mature et plus profonde. La quête de vengeance est placée au cœur de l'intrigue. Ces analyses et explications montrent comment ce sentiment consume Tien, guide chacune de ses actions et le mène inévitablement vers la tragédie. Le scénario possède une dimension tragique, presque shakespearienne. Ces analyses et explications comparent le dilemme de Tien, forcé de tuer son père adoptif pour venger son père biologique, aux plus grandes tragédies classiques. Le thème de la transmission et de la maîtrise est central. Ces analyses et explications décrivent le parcours initiatique de Tien, qui apprend autant le combat que la loi du clan, forgeant son corps et son esprit. La danse traditionnelle est utilisée comme un élément narratif et stylistique clé. Ces analyses et explications développent l'idée élégante que cet art, appris dans l'enfance, devient pour Tien une base martiale déguisée, liant ses deux vies. La direction artistique et la photographie ont été saluées par la critique. Ces analyses et explications rendent la beauté des décors naturels, l'ambiance sombre et l'atmosphère crade et médiévale qui imprègnent le film. La patte visuelle est bien supérieure à celle du premier opus. Ces analyses et explications reconnaissent l'effort de reconstitution historique et la beauté des images, qui contribuent à l'immersion dans cette époque reculée. L'accueil critique a été très mitigé lors de la sortie. Ces analyses et explications constatent que si les chorégraphies des combats ont été universellement saluées, le reste du film a divisé. Certains critiques ont jugé le film comme un échec narratif total.
Ces analyses et explications rapportent les critiques françaises qui pointent un scénario classique mal maîtrisé et un montage qualifié de charcutage ou cauchemardesque. Le récit souffre d'être jugé confus et décousu. Ces analyses et explications mentionnent l'utilisation de flashbacks jugés inutiles et le développement insuffisant de certains personnages, comme le personnage féminin, complètement sous-exploité. Le long-métrage met en lumière les limites de Tony Jaa en tant qu'acteur dramatique. Ces analyses et explications reconnaissent son talent physique exceptionnel, mais soulignent la monotonie de son jeu lorsqu'il s'agit d'exprimer des émotions complexes. Le film a également été victime d'une accusation d'arnaque marketing. Ces analyses et explications expliquent que le titre, opportuniste, crée une attente de suite directe qui n'est pas satisfaite et que l'affiche chinoise est trompeuse. L'œuvre laisse un goût d'inachevé, un sentiment de film cassé. Ces analyses et explications notent que le cliffhanger frustrant dessert l'impression générale, donnant l'impression de n'avoir vu qu'une moitié d'histoire. Le long-métrage a pourtant rencontré un succès commercial en Thaïlande. Ces analyses et explications précisent qu'il a réalisé le meilleur démarrage de la carrière de Tony Jaa à l'époque, prouvant l'attachement du public local à son acteur star. Les recettes mondiales ont atteint près de 9 millions de dollars. Ces analyses et explications relativisent ce chiffre par rapport au budget de production de 8 millions, montrant un succès commercial modeste mais réel. Tony Jaa endosse plusieurs casquettes dans ce projet. Ces analyses et explications rappellent qu'il est non seulement l'acteur principal, mais aussi co-réalisateur et chorégraphe des combats, mettant ainsi toute sa vision artistique dans l'entreprise. Le casting solide fait appel à des figures légendaires du cinéma thaïlandais. Ces analyses et explications citent Sorapon Chhatray dans le rôle crucial et déchirant de Chernan. Sorapon Chhatray incarne un rôle complexe de mentor et de traître. Ces analyses et explications soulignent l'importance de sa performance pour rendre crédible la dimension tragique du personnage et son acte de rédemption final. Sarunu Wongkrachan interprète l'antagoniste principal. Ces analyses et explications décrivent son jeu pour incarner un seigneur Rajasena cruel, manipulateur et froid, l'incarnation parfaite du mal politique. Le film crée un choc visuel avec l'apparition de Dan Chupon. Ces analyses et explications présentent ce célèbre acteur d'arts martiaux, non crédité, dans le rôle terrifiant et inoubliable du fantôme corbeau. Dan Chupon est utilisé pour incarner une menace surhumaine. Ces analyses et explications décrivent son combat contre Tien comme l'un des moments les plus marquants du film, grâce à sa présence physique et son style de combat unique. Nirut Sirishanya est choisi pour le rôle de Maître Bua. Ces analyses et explications voient en lui le gardien de la tradition et le premier maître de Tien, celui qui lui transmet l'art du con. Cette production est avant tout un écrin pour des scènes d'action d'une inventivité rare. Ces analyses et explications rappellent que le cœur du film, sa raison d'être, réside dans ses chorégraphies martiales. La variété des arts martiaux présentés est impressionnante. Ces analyses et explications énumèrent le muay boran, le krabi krabon, le kung fu, le kenjutsu, le najutsu, et même le kalaripayattu indien. Ces différents styles sont utilisés pour enrichir le parcours de Tien. Ces analyses et explications montrent que chaque technique apprise est une étape dans sa formation, un outil pour sa quête de vengeance. Le combat dans la fosse aux crocodiles est particulièrement spectaculaire. Ces analyses et explications décrivent la tension et le danger de cette scène, où le jeune Tien doit lutter pour survivre contre les hommes et les bêtes. Les 3 épreuves d'initiation sont mises en scène comme un festival de virtuosité martiale. Ces analyses et explications détaillent ces combats chorégraphiés avec une précision et une énergie époustouflante. L'affrontement final contre l'armée de ninjas constitue l'apogée du film. Ces analyses et explications visualisent ce combat dantesque où Tien, aidé par un éléphant, fait face à une horde d'adversaires dans un ballet de violence et d'ingéniosité. Les animaux, et notamment les éléphants, sont utilisés comme des partenaires de combat à part entière. Ces analyses et explications soulignent l'importance culturelle de l'éléphant en Thaïlande et son intégration spectaculaire dans les scènes d'action. Cette œuvre est fascinante par ses contrastes. Ces analyses et explications le présentent comme le chaînon manqué dans la carrière de Tony Jaa, une entreprise à la fois ambitieuse et profondément imparfaite. Tony Jaa manifeste la volonté de dépasser le simple film de baston. Ces analyses et explications reconnaissent cette tentative louable de créer une œuvre épique et tragique, loin des canons du genre. Le film est porté par des chorégraphies d'une inventivité et d'une énergie rare. Ces analyses et explications le recommandent sans hésitation aux amateurs d'arts martiaux pour la seule qualité de ses combats. La production chaotique a engendré un récit bancal. Ces analyses et explications montrent comment les problèmes de tournage se lisent dans le montage final, fragmenté et parfois incohérent. Les limites dramatiques de l'acteur principal desservent le projet. Ces analyses et explications regrettent que Tony Jaa, aussi impressionnant soit-il en mouvement, ne parvienne pas à incarner toute la complexité émotionnelle de son personnage tragique.
L'impression générale est celle d'un film cassé en deux. Ses analyses et explications développent cette métaphore. Les morceaux, pris individuellement, sont souvent brillants, mais ils peinent à former un tout cohérent et satisfaisant. La fin ouverte est frustrante pour le spectateur. Ces analyses et explications informent que cette conclusion mène directement à la suite, qui est la seconde partie de cette histoire. L'œuvre et sa suite forment donc un diptyque. Ces analyses et explications précisent qu'il faut considérer les deux films comme un tout pour apprécier l'ensemble de l'arc narratif de Tien. Cette production est un cas d'école des dérives de production. Ces analyses et explications, à destination des cinéphiles, montrent comment la vision d'un seul homme peut se heurter aux réalités financières et logistiques de l'industrie. Le résultat est un objet cinématographique unique. Ces analyses et explications concluent qu'il est à la fois indispensable pour ses scènes de combat et déroutant pour ses faiblesses narratives, une expérience paradoxale. Le long-métrage a marqué les esprits par son ambition démesurée. Ces analyses et explications saluent le courage de Tony Jaa d'avoir voulu changer de registre et de proposer une vision plus personnelle, même si le résultat est imparfait. Une réflexion sur la vengeance et ses conséquences est proposée. Ces analyses et explications montrent que la quête de Tien ne mène qu'à plus de souffrance et de perte, une morale amère et désenchantée. La dualité entre la brutalité du guerrier et la finesse de l'artiste est explorée. Ces analyses et explications rappellent le lien entre la danse-con et le combat, une idée poétique au cœur du récit. Le héros est finalement vaincu, une rareté dans le cinéma d'action. Ces analyses et explications soulignent ce choix narratif osé qui renforce le sentiment de tragédie et prépare un second volet. Les flashbacks sont utilisés pour structurer le récit, avec plus ou moins de bonheur. Ces analyses et explications critiquent leur utilisation parfois redondante, qui alourdit la narration sans toujours apporter d'éléments nouveaux. Le développement des personnages secondaires aurait mérité plus d'attention. Ces analyses et explications regrettent que le potentiel de certains, comme la femme du clan ou les autres brigands, ne soit pas pleinement exploité. Ce n'est pas un film pour les spectateurs en quête de simple divertissement. Ces analyses et explications préviennent que son ton sombre, sa violence et sa complexité narrative peuvent en déconcerter plus d'un. En revanche, c'est un film culte pour les initiés. Ces analyses et explications affirment que les amateurs de cinéma d'arts martiaux y trouveront leur compte, grâce à une direction des combats signée par 2 maîtres en la matière. Le travail de Panari Tikre a été déterminant. Ces analyses et explications reconnaissent que sans son expérience et son savoir-faire, le film n'aurait probablement jamais pu être achevé. Cette œuvre témoigne de l'évolution du cinéma d'action thaïlandais. Ces analyses et explications le situent dans une période de transition, où l'on cherchait à ajouter de la substance et de l'ambition aux prouesses physiques. La bande originale colle parfaitement à l'ambiance épique et tragique. Ces analyses et explications mentionnent l'utilisation de musique traditionnelle thaïlandaise et de compositions plus modernes pour soutenir l'action. La distribution en France par EuropaCorp a élargi son public. Ces analyses et explications notent que cela a permis au film de toucher un public plus large, mais a aussi pu renforcer les attentes autour d'un certain type de cinéma d'action à la française. La durée du film varie selon les sources, de 85 à 98 minutes. Ces analyses et explications supposent que ces différences peuvent correspondre à des montages alternatifs pour certains marchés. Le budget de 8 millions de dollars est conséquent pour le cinéma thaïlandais. Ces analyses et explications soulignent l'ampleur du pari financier pris par la production. Ce projet a été très personnel pour Tony Jaa. Ces analyses et explications rappellent qu'il a coécrit le scénario, voulant ainsi contrôler tous les aspects de cette histoire qui lui tenait à cœur. Le film divise encore aujourd'hui les fans. Ces analyses et explications constatent que certains y voient un chef-d'œuvre gâché par le système, tandis que d'autres le considèrent comme un raté ambitieux. Certaines scènes de combat sont devenues des références. Ces analyses et explications citent notamment le combat final contre les ninjas et l'affrontement avec l'homme-corbeau comme des moments inoubliables du genre. Le masque de l'homme-corbeau est utilisé comme un symbole fort. Ces analyses et explications y voient la représentation de la mort, du mystère et de la part d'ombre qui habite chaque personnage, y compris Tien. Le potentiel du sous-titre « La naissance du dragon » n'est pas pleinement exploité. Ces analyses et explications regrettent que cette idée soit reléguée au second plan, alors que le film raconte précisément cette genèse. Le personnage de Tien est confronté à des choix moraux impossibles. Ces analyses et explications montrent que sa quête de justice le transforme en meurtrier, brouillant les lignes entre le bien et le mal. Le film aborde la question de l'héritage, qu'il soit martial, familial ou culturel. Ces analyses et explications montrent Tien comme le réceptacle de multiples enseignements, dont il doit faire la synthèse pour devenir lui-même. Sorapon Chhatré livre une prestation qui est l'un des piliers dramatiques du film. Ces analyses et explications saluent sa capacité à incarner à la fois la force, la ruse et la vulnérabilité.
L'œuvre ne cherche pas à plaire à tout prix. Ses analyses et explications reconnaissent son caractère exigeant et parfois déroutant, une production qui assume ses défauts autant que ses qualités. Ce long-métrage est le reflet des aspirations et des tourments de son créateur. Ses analyses et explications voient dans ce projet chaotique une métaphore de la difficulté de grandir, de changer et d'assumer ses ambitions. Il reste, malgré tout, une étape incontournable pour comprendre la filmographie de Tony Jaa. Ses analyses et explications le positionnent comme un film charnière. Entre la démonstration de force brute et la recherche d'une légitimité artistique. Et la dimension chorégraphique mérite une analyse approfondie car elle constitue l'ossature même de l'œuvre et révèle l'étendue du savoir-faire de Tony Jaa et Panarit Tikre qui ont puisé dans un répertoire martial immense pour concevoir des séquences où chaque mouvement raconte une part du parcours émotionnel du personnage principal. Les combats ne sont jamais gratuits car ils traduisent systématiquement un état d'âme, une progression intérieure ou une révélation tragique, ce qui élève la simple performance physique au rang de langage cinématographique à part entière. La caméra épouse les mouvements des combattants avec une fluidité qui contraste avec le montage haché de certaines scènes narratives, créant ainsi un curieux déséquilibre où l'action devient plus cohérente que la dramaturgie. Cette maîtrise du cadre dans les scènes de combat trahit la passion véritable des réalisateurs qui ont consacré l'essentiel de leur énergie à ces moments de grâce martiale, peut-être au détriment de la construction narrative classique. On perçoit dans chaque affrontement l'empreinte des films de Bruce Lee et de Jackie Chan, mais également une volonté d'enraciner la gestuelle dans une tradition spécifiquement thaïlandaise qui donne au film sa couleur unique et authentique. La fosse au crocodile constitue une séquence fondatrice dans la psyché du jeune Tien car elle représente à la fois une mort symbolique et une renaissance dans la douleur qui conditionnera toute sa vie adulte marquée par la survie et la méfiance. Cette épreuve initiatique sauvage contraste avec la discipline structurée qu'il découvrira plus tard chez les Griffes de Garuda, opposant ainsi deux formes d'apprentissage de la violence. L'eau stagnante et les reptiles préhistoriques créent une atmosphère cauchemardesque qui ancre le film dans un registre plus sombre que le simple divertissement martial. Le jeune acteur qui incarne Tien enfant livre une performance physique remarquable qui annonce déjà les talents du héros adulte sans pour autant tomber dans la démonstration gratuite. Cette scène fonctionne comme un traumatisme fondateur qui justifie psychologiquement la soif de vengeance ultérieure et la dureté du personnage face aux épreuves. L'apprentissage au sein du clan des Griffes de Garuda est présenté comme une immersion totale dans une philosophie guerrière qui dépasse le simple cadre technique pour englober une vision du monde où l'honneur et la loyauté priment sur toute autre considération. Les séquences d'entraînement montrent Tien passant d'une discipline à l'autre avec une aisance qui frôle le surnaturel, traduisant ainsi la vision idéalisée du guerrier parfait que Tony Jaa souhaite incarner à l'écran. La diversité des maîtres qui se succèdent autour de lui illustre la richesse du patrimoine martial asiatique et la volonté du film de rendre hommage à ces traditions menacées par la modernité. Chaque technique apprise correspond à une étape dans la construction identitaire de Tien qui absorbe ses savoirs pour se forger une personnalité composite capable de survivre dans un monde hostile. La chorégraphie de ces séquences d'apprentissage évite soigneusement la monotonie en variant les rythmes et les environnements, passant de la forêt tropicale aux clairières ensoleillées avec une fluidité remarquable. Le personnage de Chernan incarne la complexité morale qui fait la richesse du film car il n'est ni totalement bon ni complètement mauvais, mais simplement humain avec ses faiblesses et ses compromissions tragiques. Sa décision de trahir la famille de Tien pour sauver sa propre vie constitue un choix déchirant que le film ne juge pas mais expose dans toute son ambiguïté douloureuse. La relation qui se tisse entre lui et le jeune garçon qui l'élève est empreinte d'une sincérité qui rend la révélation finale d'autant plus insupportable pour le spectateur qui a appris à apprécier ce mentor charismatique. Sorapon Chhatré insuffle à son personnage une dignité et une vulnérabilité qui transcendent le simple rôle du traître de mélodrame pour atteindre une dimension véritablement tragique. Son suicide provoqué lors du combat final apparaît alors comme la seule issue possible pour un homme déchiré entre l'amour paternel sincère et la culpabilité ineffaçable de son crime passé. La danse qu'ont enseignée par Maître Bua représente bien plus qu'un simple divertissement car elle incarne la continuité culturelle et spirituelle que le jeune Tien est destiné à perpétuer malgré les tragédies qui jalonnent son existence. Les mouvements gracieux et codifiés de cet art traditionnel préfigurent étrangement les postures martiales qu'il adoptera plus tard, créant ainsi un pont poétique entre la civilisation raffinée de ses origines et la brutalité nécessaire à sa survie. La scène où l'enfant exécute ses premiers pas de danse sous le regard bienveillant de son maître contraste violemment avec les séquences de combat qui suivront, soulignant la perte irrémédiable de l'innocence. Cette dualité entre l'art et le combat traverse tout le film et confère à Tien une profondeur inhabituelle pour un héros de film d'action. Le spectateur comprend intuitivement que cette grâce apprise dans l'enfance survivra dans la violence adulte comme une cicatrice invisible mais toujours présente. L'esthétique visuelle du film mérite une attention particulière car elle témoigne d'un soin apporté aux moindres détails qui contraste avec les difficultés de production et le montage parfois décousu.
Les costumes reconstituent avec une fidélité remarquable les vêtements de la noblesse siamoise du XVe siècle, créant un écrin somptueux pour les scènes de palais qui respirent le faste et la décadence. La photographie joue constamment sur les contrastes entre l'ombre protectrice des forêts où se cachent les brigands et la lumière crue des cours où se trament les complots mortels. Les maquillages et les masques, notamment celui de l'homme-corbeau, atteignent un niveau de sophistication qui ancre le film dans un registre presque fantastique sans jamais sombrer dans le grotesque. Cette direction artistique exigeante prouve que malgré les aléas de production, l'ambition esthétique initiale a été préservée jusqu'au bout. La musique originale accompagne avec intelligence les différentes séquences en épousant les contours émotionnels du récit sans jamais les écraser ou les contredire. Les percussions traditionnelles thaïlandaises résonnent pendant les combats avec une puissance tellurique qui amplifie l'impact physique des chorégraphies les plus violentes. Les moments de méditation et de tristesse sont au contraire soutenus par des cordes mélancoliques qui évoquent la musique de films historiques occidentaux, créant ainsi un pont culturel inattendu. Le thème principal de Tiens évolue tout au long du film, passant d'une mélodie enfantine à des variations plus sombres et martiales qui reflètent sa transformation intérieure. Cette partition contribue puissamment à l'immersion du spectateur dans cet univers à la fois lointain et étrangement familier. L'utilisation des animaux dans les scènes d'action constitue une signature visuelle forte du cinéma d'action thaïlandais dont Tony Jaa s'est fait le champion international. Les éléphants ne sont pas de simples accessoires mais de véritables partenaires de combat dont la présence massive modifie complètement la chorégraphie et les possibilités dramaturgiques. La scène où Tien adulte combat aux côtés d'un éléphant contre les ninjas atteint un degré de spectaculaire rarement égalé dans le cinéma mondial, mêlant la grâce animale à la virtuosité humaine dans un ballet périlleux. Le respect manifeste pour ces créatures sacrées transparaît dans chaque plan, évitant soigneusement tout mauvais traitement qui aurait pu ternir la réputation du film. Cette intégration réussie du bestiaire asiatique dans le récit participe à l'authenticité culturelle de l'ensemble et distingue cette production de ses concurrentes occidentales. Le personnage de l'homme-corbeau, interprété par le formidable Dan Chupon, mérite une analyse détaillée car il incarne la face d'ombre que Tien devra affronter pour devenir pleinement lui-même. Son masque effrayant et sa gestuelle saccadée évoquent les créatures surnaturelles du folklore thaïlandais tout en puisant dans l'imagerie des ninjas japonais pour créer un hybride terrifiant. Le combat qui l'oppose à Tien est chorégraphié comme un affrontement entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort, conférant à cette séquence une dimension métaphysique rare dans le genre. Dan Chupon insuffle à son personnage une animalité fascinante qui le rend presque plus bestial qu'humain, renforçant ainsi la terreur qu'il inspire. L'absence totale de dialogue pour ce personnage accentue son mystère et en fait une figure plus mythologique que réellement humaine. La dimension politique de l'intrigue, bien que parfois reléguée au second plan, mérite qu'on s'y attarde car elle éclaire les motivations profondes des différents protagonistes. Le seigneur Rajasena incarne une aristocratie décadente prête à tout pour conserver ses privilèges, y compris à assassiner des enfants et à trahir ses propres alliés. Les complots de palais et les trahisons entre nobles constituent la toile de fond historique crédible d'une époque où la vie humaine ne pesait pas lourd face aux ambitions territoriales. Les brigands des griffes de Garuda représentent quant à eux une forme de résistance populaire contre cette oppression, même si leur méthode reste moralement ambiguë. Cette lecture politique du film, bien que discrète, ancre le récit dans une réalité sociale et historique qui dépasse le simple cadre du divertissement martial. La progression chronologique du récit, qui suit Tien de l'enfance à l'âge adulte, impose au film de gérer avec soin la transition entre les différents interprètes du personnage. Le jeune acteur choisi pour incarner Tien enfant possède déjà une présence physique et une intensité dramatique qui prépare idéalement l'entrée en scène de Tony Jaa. La période adolescente est intelligemment éludée par un montage elliptique qui évite les lourdeurs narratives tout en maintenant la continuité émotionnelle du parcours. Tony Jaa apporte à son personnage adulte une maturité nouvelle qui contraste avec l'insouciance juvénile qu'il affichait dans le premier film, prouvant ainsi sa capacité à évoluer comme acteur. Cette traversée des âges confère au récit une ampleur épique qui justifie la durée relativement longue du métrage malgré quelques faiblesses narratives. La violence chorégraphiée atteint dans certaines séquences un degré de réalisme qui frôle l'insoutenable sans jamais basculer dans le gore gratuit ou la complaisance malsaine. Les impacts des coups sont rendus avec une précision sonore qui amplifie leur violence tout en maintenant une dimension esthétique qui empêche le malaise du spectateur. Les combats à l'épée, notamment ceux mettant en scène le Krabi-Krabon, restituent avec fidélité les techniques ancestrales tout en les adaptant aux nécessités du spectacle cinématographique moderne. La caméra ne cherche jamais à cacher la difficulté des mouvements ni à tricher par des coupes trop rapides, respectant ainsi l'intégrité physique des performés. Cette honnêteté dans la présentation des cascades participe à la légende de Tony Jaa comme dernier grand représentant du cinéma d'action physique sans trucage numérique.
L'échec relatif du film auprès de la critique occidentale s'explique en partie par des attentes mal orientées et une méconnaissance des codes du cinéma d'action asiatique traditionnel. Les spectateurs venus chercher la simplicité narrative et l'efficacité du premier volet se sont trouvés déconcertés par cette fresque historique plus complexe et plus sombre. La structure en 2 parties, imposée par les problèmes de production, a également nui à la réception d'une œuvre qui se présente comme inachevée alors qu'elle constitue la première moitié d'un diptyque. Les critiques français, particulièrement sévères, ont souvent jugé le film à l'aune de canons narratifs occidentaux sans tenir compte des spécificités culturelles et des contraintes de production locale. Cette incompréhension mutuelle entre le film et son public occidental constitue un cas d'école des difficultés de la circulation internationale des œuvres asiatiques. La direction des acteurs, souvent négligée dans les analyses, mérite pourtant qu'on s'y arrête tant elle parvient à tirer le meilleur de chaque interprète dans un registre approprié. Sorapon Chatré, vétéran respecté du cinéma thaïlandais, apporte à Chernan une gravité et une dignité qui transcendent le simple rôle du mentor traître. Sarunu Wongkrachan incarne Rajasena avec une froideur aristocratique qui évite soigneusement la caricature du méchant de mélodrame. Même les personnages secondaires, bien que peu développés, possèdent une présence physique et une crédibilité qui doivent beaucoup au travail de casting minutieux. Tony Jaa lui-même, malgré ses limites en tant qu'acteur dramatique, parvient à communiquer l'essentiel des émotions de Tien par son seul langage corporel, confirmant ainsi sa maîtrise du récit par le mouvement. La dimension spirituelle du film, souvent sous-estimée, traverse pourtant l'ensemble du récit comme un fil rouge discret mais essentiel. Les rites funéraires, les prières aux ancêtres et les invocations aux esprits de la nature jalonnent le parcours de Tien et ancrent son histoire dans une vision du monde où le visible et l'invisible coexistent. La danse qu'en elle-même possède une dimension sacrée que le film restitue avec respect, montrant les gestes rituels et les costumes traditionnels dans leur splendeur d'origine. Les combats deviennent parfois des affrontements métaphysiques où s'affrontent non seulement des corps mais aussi des conceptions opposées de l'honneur et de la spiritualité. Cette présence discrète du sacré confère au film une profondeur inhabituelle pour un simple film d'action. Les décors naturels choisis pour le tournage participent puissamment à l'atmosphère unique du film et à son ancrage dans une Thaïlande éternelle et préservée. Les forêts luxuriantes, les rivières tumultueuses et les clairières secrètes créent un écrin de verdure qui contraste avec la pierre froide des palais et des forteresses. La photographie exploite magnifiquement ces contrastes entre nature et culture, entre liberté des brigands et enfermement des cours. Les cascades et les rapides deviennent des obstacles naturels que les personnages doivent franchir, ajoutant une dimension d'aventure pure aux péripéties martiales. Cette célébration des paysages thaïlandais participe à l'identité visuelle forte du film et à son enracinement dans une terre et une culture spécifiques. L'importance du corps dans le récit filmique atteint ici un degré rare où la chair devient le principal véhicule de l'expression dramatique. Les cicatrices de Tien racontent son histoire mieux que n'importe quel dialogue, chaque blessure correspondant à une étape de son parcours initiatique douloureux. La transpiration qui ruisselle sur les visages pendant les combats traduit l'effort surhumain consenti par les performés et communique aux spectateurs la réalité physique de l'affrontement. Les regards, souvent plus éloquents que les paroles, transmettent la haine, l'amour filial ou le désespoir avec une intensité qui compense les faiblesses du texte. Cette centralité du corps comme langage premier est typique du cinéma d'action asiatique, mais atteint ici un degré d'accomplissement rare. La réception thaïlandaise du film contraste nettement avec les critiques occidentales, révélant des attentes culturelles et des grilles de lecture profondément différentes. Le public local a salué l'effort de reconstitution historique et la fierté nationale suscitée par la mise en valeur des arts martiaux traditionnels. Les références à l'histoire siamoise, imperceptibles pour un spectateur occidental, ont été appréciées par des Thaïlandais sensibles à cette résurrection d'un passé glorieux. Tony Jaa, considéré comme un héros national, a bénéficié d'une indulgence que les critiques étrangers ne lui ont pas accordée. Ce fossé entre réception locale et internationale illustre les difficultés de la circulation des œuvres cinématographiques dans un marché mondialisé. Le travail sur les éclairages mérite une analyse technique car il contribue puissamment à l'atmosphère particulière du film et à sa différenciation d'avec le premier volet. Les scènes nocturnes baignent dans des teintes bleutées qui évoquent le clair de lune et renforcent l'aspect onirique des séquences les plus violentes. Les intérieurs des palais sont éclairés par des torchers dont la flamme vacillante projette des ombres mouvantes qui semblent animées d'une vie propre. Les combats en plein jour exploitent au contraire la lumière crue du soleil tropical pour sculpter les corps et accentuer la précision des mouvements. Cette maîtrise de la lumière révèle un soin apporté à l'image qui contraste avec les critiques sur le montage. La construction du personnage de Tien suit un arc narratif classique mais efficace qui le mène de l'innocence à l'expérience par la série d'épreuves que nous avons décrites. Sa quête de vengeance, moteur principal de ses actions, subit une transformation fondamentale lorsqu'il découvre l'identité du meurtrier de ses parents.
L'objet de sa haine se confond alors avec l'objet de son amour filial, créant une contradiction insoluble qui le mène à la folie et à la défaite. Cette complexité psychologique, rare dans le cinéma d'action pur, élève le film au-dessus de la simple série B martiale. Le personnage féminin, hélas trop peu développé, aurait mérité une attention égale pour équilibrer cette galerie de portraits essentiellement masculins. Les cascades, exécutées sans filet ni effet numérique par Tony Jaa et ses partenaires, perpétuent la tradition du cinéma d'action physique qui fit la gloire de Hong Kong dans les années 1980. Les chutes de plusieurs mètres, les impacts violents contre le sol et les combats au milieu d'animaux dangereux témoignent d'un engagement physique total de la part des acteurs. Cette prise de risque réelle communique aux spectateurs une adrénaline que les effets spéciaux numériques ne peuvent égaler, créant une connivence unique entre l'écran et la salle. Panari Tikre, maître incontesté de la cascade en Thaïlande, a transmis à Tony Jaa cette exigence d'authenticité qui fait leur marque de fabrique commune. Leur collaboration sur ce film, malgré les difficultés, perpétue une tradition précieuse du cinéma asiatique. L'utilisation des armes traditionnelles dans les combats constitue un inventaire quasi exhaustif de l'arsenal martial asiatique qui ravira les amateurs éclairés. Les épées droites chinoises côtoient les sabres courbes japonais, les bâtons thaïlandais affrontent les poignards indiens dans un syncrétisme guerrier fascinant. Chaque arme possède sa propre chorégraphie, son propre rythme et sa propre philosophie de combat que le film s'attache à respecter scrupuleusement. Les scènes d'entraînement montrent Tien passant d'une arme à l'autre avec une facilité déconcertante, illustrant ainsi sa maîtrise universelle des arts de la guerre. Cette encyclopédie martiale à ciel ouvert constitue l'un des principaux attraits du film pour les initiés. La relation entre Tien et Chernan, au cœur de la tragédie finale, est construite avec une subtilité qui force le respect dans un film souvent critiqué pour sa narration. Les scènes de complicité entre le maître et l'élève sont suffisamment nombreuses et sincères pour que la trahison finale produise tout son effet dévastateur. Chernan n'est jamais présenté comme un monstre mais comme un homme prisonnier de ses choix passés, aimant sincèrement cet enfant qu'il a pourtant contribué à orphelin. Cette ambivalence psychologique interdit tout jugement manichéen et invite le spectateur à une réflexion morale plus complexe. Le sacrifice final de Chernan, en se jetant sur l'épée de Tien, apparaît alors comme la seule rédemption possible pour cet homme déchiré. Les costumes militaires et civils reconstituent, avec une fidélité remarquable, les modes vestimentaires du Siam ancien, contribuant à l'immersion historique du spectateur. Les armures des guerriers, composées de lamelles de cuir et de métal, restituent le poids et la rigidité des protections authentiques sans sacrifier l'esthétique. Les vêtements de soie des nobles, aux couleurs chatoyantes, contrastent avec la rudesse des peaux de bêtes portées par les brigands, soulignant visuellement les clivages sociaux. Les coiffures et les parures respectent les codes de l'époque et ancrent chaque personnage dans sa classe sociale spécifique. Ce souci du détail vestimentaire participe à la crédibilité de l'univers recréé et justifie l'ambition de fresque historique du projet. Le montage sonore, souvent négligé dans les analyses, mérite pourtant une attention particulière tant il contribue à l'impact émotionnel des scènes d'action. Les impacts des coups sont amplifiés par des effets sonores qui leur confèrent une matérialité presque palpable, chaque contact produisant une percussion spécifique. Les bruits de la jungle, les cris des animaux et le souffle du vent créent une ambiance sonore immersive qui transporte littéralement le spectateur dans la Thaïlande du XVe siècle. Les silences, utilisés avec parcimonie, gagnent une puissance dramatique accrue par contraste avec la violence sonore des combats. Cette architecture sonore sophistiquée prouve que le film a bénéficié de moyens techniques conséquents malgré les difficultés de production. La dimension initiatique du parcours de Tien dépasse le simple apprentissage martial pour atteindre une dimension spirituelle et philosophique plus profonde. Les épreuves qu'il traverse ne testent pas seulement sa force physique mais aussi sa capacité à maîtriser ses émotions, à canaliser sa rage et à pardonner l'impardonnable. La danse Kon, avec sa lenteur et sa grâce, lui enseigne la patience et la précision que la violence brute ne peut apporter. Les enseignements contradictoires de ses différents maîtres l'obligent à forger sa propre synthèse, à devenir lui-même par-delà les influences reçues. Ce parcours initiatique complet confère à Tien une stature de héros mythologique qui dépasse le simple cadre du film d'action. L'échec commercial relatif en Occident contraste avec le succès asiatique et révèle les limites du marché mondial pour les œuvres trop ancrées culturellement. Les distributeurs occidentaux, notamment EuropaCorp en France, ont tenté de vendre le film comme une simple suite du premier volet, créant ainsi des attentes inadaptées. Le public asiatique, familier des codes du cinéma historique et des arts martiaux traditionnels, a mieux accueilli cette fresque ambitieuse. La barrière de la langue et des sous-titres a probablement découragé une partie du public occidental peu habitué à lire des dialogues complexes pendant des scènes d'action. Cette situation illustre les difficultés persistantes de la circulation internationale des cinématographies asiatiques malgré la mondialisation culturelle.
La photographie de ce film mérite une place à part dans l'œuvre de Tony Jaa car elle atteint un niveau de sophistication esthétique que le réalisateur n'avait pas encore exploré. Les plans larges sur les paysages thaïlandais possèdent une ampleur et une beauté qui évoquent les plus grands westerns américains dans leur célébration de la nature. Les cadrages resserrés pendant les combats maintiennent une proximité avec les corps qui préservent l'intimité du combat malgré sa violence. Les jeux d'ombre et de lumière dans les scènes de palais créent des atmosphères contrastées qui reflètent la duplicité des personnages. Cette maîtrise visuelle, acquise au contact de grands directeurs de la photographie, annonce les qualités esthétiques que Tony Jaa développera dans ses projets ultérieurs. Le personnage de Rajasena, bien que moins développé que Chernan, possède une complexité politique qui dépasse le simple rôle du méchant conventionnel. Sa soif de pouvoir s'accompagne d'une intelligence machiavélique qui lui permet de manipuler ses ennemis et ses alliés avec une égale habileté. Sa décision d'épargner Chernan pour mieux le retourner contre Tien révèle une compréhension psychologique des faiblesses humaines qui le rend d'autant plus redoutable. L'armure qu'il porte sous ses vêtements lors de l'attentat de Tien prouve qu'il a anticipé jusqu'à sa propre mort, préparant des contre-mesures à toutes les éventualités. Cette prudence paranoïaque, typique des tyrans, lui permet de survivre là où ses ennemis succombent. L'éléphant utilisé dans les scènes de combat a nécessité un dressage spécifique et une relation de confiance particulière avec Tony Jaa qui mérite d'être soulignée. Les séquences où l'animal charge les ninjas ou protège Tien ont été réalisées avec un souci constant de sécurité et de respect pour l'animal. La présence massive de ce pachyderme modifie complètement la chorégraphie des combats, imposant des rythmes et des distances inhabituelles. Les réactions de l'éléphant, ses barrissements et ses mouvements, ont été intégrés à la bande sonore avec un soin particulier pour renforcer leur impact émotionnel. Cette collaboration harmonieuse entre l'homme et l'animal participe à la magie visuelle unique du film. La critique française, particulièrement sévère, a souvent manqué de recul pour apprécier les qualités spécifiques d'une œuvre ancrée dans une culture éloignée. Le reproche récurrent d'un scénario trop complexe ou mal maîtrisé révèle une difficulté à accepter des codes narratifs différents des canons hollywoodiens. La structure en 2 parties, imposée par les problèmes de production, a été jugée comme un défaut rédhibitoire sans considérer qu'elle correspondait aussi à une tradition asiatique des récits épiques divisés. Les limites dramatiques de Tony Jaa ont été soulignées sans toujours reconnaître la puissance de son langage corporel comme mode d'expression privilégié. Cette sévérité contraste avec l'accueil plus indulgent réservé à des productions occidentales aux défauts pourtant similaires. La musique traditionnelle thaïlandaise qui accompagne les scènes de danse qu'on restitue avec fidélité les sonorités authentiques de cet art séculaire. Les orchestres de percussion et de cordes pincées créent une atmosphère sonore spécifique qui transporte immédiatement le spectateur dans l'univers raffiné de la cour siamoise. Les chants rituels, bien que non sous-titrés, communiquent par leur seule mélodie la dimension sacrée de ces cérémonies. Cette immersion sonore dans la culture thaïlandaise traditionnelle constitue l'un des aspects les plus réussis du film. Le contraste entre ces musiques anciennes et les compositions plus modernes des scènes d'action crée une tension fertile entre tradition et modernité. Le travail de Panariti Tikre comme co-réalisateur et mentor a probablement sauvé le film d'un désastre complet lors de la crise de production de 2008. Son expérience immense du cinéma d'action thaïlandais lui a permis de maintenir une cohérence stylistique malgré l'absence temporaire de Tony Jaa. Les séquences qu'il a supervisées s'intègrent harmonieusement au reste du film, preuve de la complicité artistique profonde entre les 2 hommes. Sa connaissance des techniques de cascade et de chorégraphie a garanti que les scènes d'action conservent leur niveau d'exigence habituel. Sans cette intervention salvatrice, le film aurait probablement rejoint la liste des projets ambitieux abandonnés en cours de route. La dimension tragique du destin de Tien atteint son paroxysme dans la scène finale où, vaincu et capturé, il contemple l'ampleur de sa défaite. La révélation de la trahison de Chernan détruit simultanément son passé et son présent, le laissant sans repère ni famille. Le combat qu'il a dû mener contre son père adoptif l'a vidé de sa substance, le transformant en coquille vide avant même sa capture physique. L'image de Tien enchaîné, le regard perdu, contraste violemment avec celle du guerrier triomphant des scènes précédentes. Cette fin ouverte et désespérée prépare idéalement le second volet tout en possédant sa propre puissance dramatique. Les chorégraphies des combats collectifs, notamment l'assaut des ninjas contre le village des Griffes de Garuda, démontrent une maîtrise impressionnante de l'espace scénique. La caméra parvient à suivre les multiples affrontements simultanés sans jamais perdre le spectateur, grâce à des mouvements fluides et des changements de plan judicieux. Les corps qui volent, les armes qui s'entrechoquent et les cris qui résonnent créent une symphonie de violence parfaitement orchestrée. Chaque combattant secondaire possède sa propre chorégraphie, évitant ainsi l'effet de masse indistincte trop fréquent dans ce type de scène. Cette exigence jusque dans les moindres détails prouve le professionnalisme de toute l'équipe artistique. L'utilisation limitée des effets numériques,
volontaire et assumé, distingue ce film des productions occidentales contemporaines saturées d'images de synthèse. Les cascades réelles, les combats authentiques et les animaux vivants créent une texture visuelle qui possède une matérialité immédiatement perceptible. Les rares effets numériques, utilisés avec parcimonie pour effacer quelques câbles ou accentuer certains impacts, ne nuisent jamais à cette impression de réel. Cette honnêteté technique participe à la réputation de Tony Jaa comme gardien d'une tradition cinématographique en voie de disparition. Le spectateur ressent physiquement la réalité des coups et des chutes, ce que les effets spéciaux modernes peinent à restituer. La psychologie des personnages secondaires, bien que sommaire, esquisse néanmoins des personnalités distinctes qui peuplent l'univers du film. Les différents membres des Griffes de Garuda possèdent des spécialités martiales et des caractères qui les rendent reconnaissables malgré leur faible temps d'écran. Le mystérieux homme corbeau, par sa simple présence physique et son silence, devient une figure mythologique inoubliable. Les serviteurs du palais, les marchands d'esclaves et les ninjas anonymes forment une toile de fond humaine crédible qui ancre le récit dans un monde peuplé. Cette attention aux figurants et aux personnages secondaires contribue à la richesse de l'univers recréé. Le thème de la mémoire et de l'oubli traverse discrètement le film, notamment à travers les flashbacks qui perturbent la temporalité linéaire. Tien est hanté par le souvenir de ses parents assassinés, une mémoire douloureuse qui le pousse à la vengeance. Chernan tente d'oublier son crime en élevant l'enfant qui l'a rendu orphelin, mais le passé finit toujours par le rattraper. Rajasena manipule la mémoire collective en réécrivant l'histoire à son avantage, faisant disparaître ses ennemis des annales officielles. Ces jeux de mémoire et d'oubli confèrent au film une profondeur philosophique inattendue. La qualité des combats individuels, notamment ceux opposant Tien à des adversaires singuliers, démontre une inventivité chorégraphique sans cesse renouvelée. Chaque affrontement possède sa propre signature, son propre rythme et sa propre progression dramatique, évitant la monotonie qui guette ce type de film. Les techniques employées varient considérablement d'un combat à l'autre, passant du corps à corps brutal au duel d'épée sophistiqué. Tony Jaa adapte son style à chaque adversaire, prouvant ainsi la polyvalence de son personnage et la sienne propre. Cette diversité maintient l'intérêt du spectateur pendant toute la durée du film. La direction artistique des scènes de palais rivalise avec les plus grandes productions historiques par son souci du détail et sa somptuosité visuelle. Les salles du trône, décorées d'or et de soie, respirent la puissance et la décadence de l'aristocratie siamoise. Les jardins luxuriants où se promènent les nobles offrent des havres de paix contrastant avec la violence des complots qui s'y trament. Les quartiers des serviteurs, plus sobres et fonctionnels, rappellent les hiérarchies sociales implacables de l'époque. Cette reconstitution soignée participe puissamment à l'immersion du spectateur dans le XVe siècle thaïlandais. L'importance des rites de passage dans la structure narrative mérite une analyse anthropologique qui éclaire la dimension universelle du parcours de Tien. Les 3 épreuves d'initiation qu'il subit pour intégrer les Griffes de Garuda correspondent à des structures rituelles présentes dans toutes les cultures humaines. La fosse aux crocodiles représente une mort symbolique suivie d'une renaissance dans la communauté des guerriers. La danse qu'ont enseignée par Maître Bua constitue un rite de transmission culturelle qui l'y tient à ses ancêtres. Ces dimensions rituelles, bien que discrètes, ancrent le récit dans des structures anthropologiques profondes qui parlent à l'inconscient collectif. Le travail sur les costumes de combat mérite une attention particulière tant il conditionne la crédibilité des chorégraphies martiales. Les vêtements amples des brigands permettent une liberté de mouvement totale tout en restant historiquement plausibles. Les armures des guerriers, plus rigides, imposent des contraintes que les chorégraphies intègrent intelligemment. Les ninjas, vêtus de noir de la tête aux pieds, créent un contraste visuel saisissant avec l'environnement coloré du village. Les costumes de la danse con, magnifiques et encombrants, transforment littéralement les interprètes en créatures mythologiques. Cette attention vestimentaire participe à la crédibilité de chaque séquence. La relation complexe entre Tony Jaa et son mentor Panari Tikre transparaît dans chaque plan du film, témoignant d'une complicité artistique profonde malgré les difficultés. La transmission du savoir-faire de cascadeur et chorégraphe se lie dans la précision des mouvements et la rigueur des enchaînements. Les scènes les plus réussies portent la marque des 2 hommes, mêlant la fougue du jeune réalisateur à la sagesse technique du vétéran. Leur collaboration sur ce film difficile a probablement renforcé des liens déjà solides par des années de travail commun. Cette histoire personnelle derrière la caméra ajoute une dimension émouvante au projet. L'absence presque totale d'humour dans ce film constitue une rupture majeure avec le premier volet et avec la tradition du cinéma d'action asiatique. Les rares moments de légèreté, trop brefs pour détendre l'atmosphère, confirment par contraste la noirceur générale du récit. Cette gravité permanente correspond au choix assumé d'une tragédie historique plutôt que d'un divertissement martial conventionnel. Le spectateur est maintenu dans une tension dramatique constante qui sert l'ambition épique du projet.
Ce parti pris radical a probablement déconcerté une partie du public venu chercher le mélange d'action et de comédie du premier film. La critique du pouvoir politique et de ses abus traverse l'ensemble du récit sans jamais devenir un discours explicite qui alourdirait la narration. Rajasena incarne la corruption aristocratique, le mépris des vies humaines et l'opportunisme sans scrupule des puissants. Les brigands des griffes de Garuda, bien que hors la loi, possèdent un code d'honneur qui les rend moralement supérieurs à la noblesse décadente. Cette opposition entre pouvoir illégitime et résistance populaire donne au film une résonance politique qui dépasse le simple cadre historique. Le message, discret mais constant, invite à réfléchir sur la nature du pouvoir et de la légitimité. La place des femmes dans le récit, bien que marginale, mérite d'être interrogée tant elle révèle les limites du regard porté par le film. Le personnage féminin présent, jamais nommé et à peine développé, n'existe que par sa relation aux hommes et son destin tragique. Les mères, figures aimantes mais impuissantes, disparaissent rapidement de l'intrigue pour laisser place aux affrontements masculins. Les servantes et danseuses du palais ne sont que des éléments décoratifs sans consistance narrative. Cette absence de personnages féminins forts constitue une faiblesse que le film partage avec beaucoup de productions du genre. La technique du combat à l'épée, particulièrement soignée dans ce film, mérite une analyse détaillée pour elle-même. Les duels opposants tiens à divers adversaires illustrent les différentes écoles du Krabi Krabon, art martial thaïlandais spécifique. Les positions, les déplacements et les enchaînements respectent une logique martiale qui rend les combats crédibles pour les initiés. La caméra filme ces affrontements avec une clarté qui permet de suivre chaque mouvement sans confusion. Cette rigueur dans la restitution des techniques traditionnelles distingue le film des productions où l'épée n'est qu'un accessoire esthétique sans réalité martiale. La dimension sonore des combats atteint un niveau de sophistication rare dans le cinéma d'action asiatique contemporain. Chaque impact produit un son spécifique qui renseigne sur sa nature, sa puissance et sa localisation sur le corps. Les bruits d'armes qui s'entrechoquent varient selon les matériaux et les angles de frappe, créant une partition sonore complexe. Les respirations des combattants, amplifiées par le montage, communiquent l'effort physique et l'épuisement progressif. Cette richesse sonore plonge le spectateur au cœur de l'action avec une intensité rare. Le choix d'un récit se déroulant au XVe siècle permet au film d'explorer des aspects de la culture thaïlandaise que la modernité du premier volet ne pouvait aborder. La société féodale, avec ses hiérarchies rigides et ses codes stricts, offre un terrain dramatique fertile. Les arts traditionnels, menacés par la modernisation, retrouvent ici leur splendeur d'antan. Les croyances animistes et bouddhistes qui imprègnent la vie quotidienne des personnages donnent une couleur spirituelle unique au récit. Cette plongée dans le passé national participe à la fierté culturelle que le film a suscitée en Thaïlande. Les problèmes de continuité narrative, souvent reprochés au film, doivent être compris à la lumière des conditions de production chaotiques plutôt que comme une incapacité des auteurs. Les scènes manquantes, les ellipses brutales et le cliffhanger final résultent directement de l'interruption du tournage et du départ temporaire de Tony Jaa. Le montage a dû composer avec un matériel incomplet, créant des ruptures que la post-production n'a pu totalement résorber. Les flashbacks, parfois redondants, tentent de combler les trous narratifs avec plus ou moins de bonheur. Cette connaissance des conditions de production permet de relativiser certaines faiblesses techniques. La performance de Dan Chupon dans le rôle de l'homme corbeau mérite une reconnaissance particulière tant elle marque les esprits malgré un temps d'écran limité. Sa présence physique, à la fois bestiale et gracieuse, crée un antagoniste inoubliable qui hante le film bien après sa disparition. Les mouvements saccadés qu'il a développés pour ce personnage évoquent à la fois l'animal et le surnaturel, le rendant terrifiant et fascinant. Son combat contre Tony Jaa constitue un sommet du film, opposant deux styles et deux physiques dans un affrontement mémorable. Cette collaboration entre les deux stars des arts martiaux thaïlandais restera comme un moment fort du cinéma d'action asiatique. La dimension esthétique des blessures et du sang, soigneusement contrôlée, maintient le film dans un registre acceptable pour le grand public sans édulcorer la violence des combats. Le sang apparaît avec parcimonie, juste assez pour rappeler la réalité des coups encombrés dans l'hémoglobine gratuite. Les blessures visibles sont toujours justifiées par la narration et contribuent à la caractérisation des personnages. Cette retenue dans la représentation de la violence distingue le film des productions plus extrêmes du cinéma asiatique. L'équilibre trouvé entre réalisme et esthétisme satisfait à la fois les amateurs d'action et un public plus large. Et la symbolique du dragon dans le titre mérite une exploration approfondie car elle renvoie à des conceptions asiatiques de la force et de la renaissance qui éclairent le parcours de Tien d'une lumière nouvelle. Dans la cosmologie thaïlandaise influencée par les cultures chinoises et indiennes, le dragon représente la puissance souveraine, la maîtrise des éléments et la capacité à se transformer pour survivre aux épreuves les plus redoutables.
La naissance évoquée n'est pas tant celle d'un héros achevé que celle d'un potentiel qui devra traverser souffrance et trahison pour s'accomplir pleinement, ce que le récit illustre avec une cruauté exemplaire. Tien naît plusieurs fois au cours du film, d'abord en survivant à la fosse aux crocodiles, ensuite en intégrant le clan des brigands, enfin en affrontant la vérité sur Chernan qui détruit l'homme qu'il était pour en créer un autre. Cette métaphore du dragon qui émerge des eaux troubles pour conquérir les cieux traverse discrètement l'ensemble du métrage sans jamais être explicité, laissant au spectateur le soin d'en saisir les résonances profondes. La conception du montage, si décriée par la critique occidentale, peut être envisagée comme le reflet d'une conception différente de la temporalité narrative propre à certaines traditions cinématographiques asiatiques. Les ellipses brutales et les retours en arrière ne constituent pas nécessairement des maladresses mais parfois une tentative de restituer le fonctionnement de la mémoire traumatique de Tien, dont l'esprit oscille constamment entre présent douloureux et passé obsédant. Les séquences de combat, au contraire, bénéficient d'une continuité temporelle rigoureuse qui contraste avec la fragmentation des scènes dramatiques et crée ainsi une opposition signifiante entre deux régimes de perception. Le temps de la violence est linéaire, implacable, tandis que le temps de la conscience est chaotique, soumis aux assauts du souvenir et du regret. Cette lecture du montage comme expression psychologique plutôt que comme défaut technique ouvre une perspective interprétative que peu de critiques ont explorée, préférant juger l'œuvre selon des canons narratifs occidentaux inadaptés à ses ambitions. Le personnage de Maître Bua, malgré son temps d'écran réduit, incarne une conception de la transmission qui dépasse le simple apprentissage technique pour atteindre une dimension spirituelle essentielle. Sa danse n'est pas un divertissement mais une discipline totale qui engage le corps, l'esprit et l'âme dans une quête d'harmonie avec les forces cosmiques qui régissent l'univers. La brièveté de son enseignement contraste avec sa profondeur, suggérant que les vérités essentielles peuvent être transmises en un instant si le disciple est prêt à les recevoir. Les mouvements qu'il enseigne aux jeunes Tiens ressurgiront des années plus tard, transformés en techniques de combat, preuve que la grâce ne disparaît jamais complètement même sous la brutalité des affrontements. Cette présence fantomatique du maître tout au long du film, par la grâce des gestes appris, constitue une forme de survie au-delà de la mort qui interroge la nature même de la transmission culturelle. Les danses rituelles qui ponctuent le film, notamment lors des cérémonies au palais et au village des brigands, ancrent le récit dans une conception du monde où l'art et le sacré demeurent indissociablement liés. Chaque mouvement possède une signification précise, chaque posture renvoie à des mythes fondateurs que le public thaïlandais reconnaît immédiatement mais qui restent opaques pour le spectateur occidental. Cette dimension ésotérique du film, rarement commentée, constitue pourtant l'un de ses attraits les plus fascinants pour qui accepte de se laisser porter par la beauté des gestes sans nécessairement en comprendre la signification littérale. Les masques portés par les danseurs transforment les interprètes en incarnations vivantes des divinités du panthéon hindou-bouddhiste, créant des moments de grâce où le film bascule dans un registre quasi mystique. Ces séquences, trop brèves, laissent le spectateur sur sa faim et suggèrent ce qu'aurait pu être un film entièrement consacré à cette dimension sacrée. La relation complexe entre Tony Jaa et son personnage Tien mérite une analyse psychologique car elle révèle les projections personnelles du réalisateur-acteur dans ce héros tragique. Jaa, qui a commencé sa carrière comme cascadeur anonyme avant de devenir une star internationale, partage avec Tien ce parcours d'ascension sociale par la maîtrise corporelle et la volonté farouche. Les difficultés de production qu'il a traversées, notamment sa fuite du plateau et les conflits avec les producteurs, trouve un écho dans les épreuves que subit son personnage, constamment trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. La dimension autobiographique du projet, bien que jamais revendiquée ouvertement, affleure dans plusieurs scènes où la détresse de Tien semble dépasser le cadre strict de la fiction pour toucher à des blessures plus personnelles. Cette porosité entre l'homme et le personnage confère au film une intensité émotionnelle que les critiques, focalisés sur les défauts techniques, ont largement ignoré. L'utilisation des animaux dans le film dépasse le simple effet spectaculaire pour atteindre une dimension symbolique riche qui mérite d'être déchiffrée. Les crocodiles de la fosse représentent la mort brute, la violence sans conscience qui menace d'engloutir le héros avant même qu'il ait pu devenir lui-même. Les éléphants, au contraire, incarnent la force au service de la justice, l'intelligence au cœur de la puissance, la mémoire ancestrale qui relie les générations entre elles. Le combat aux côtés de l'éléphant contre les ninjas figure ainsi l'alliance entre l'homme et les forces naturelles bienveillantes contre la cruauté artificielle et déshumanisée des assassins masqués. Les chevaux, utilisés par les cavaliers de Rajasena, symbolisent quant à eux le pouvoir aristocratique, la vitesse au service de l'oppression, le mépris des distances et des obstacles naturels. Cette ménagerie symbolique enrichit considérablement la lecture du film pour qui accepte d'en explorer les strates. La question de la légitimité du pouvoir traverse l'ensemble du récit et interroge les fondements même de l'autorité politique dans la société traditionnelle. Rajasena gouverne par la terreur et la manipulation,
sans autre légitimité que sa capacité à éliminer ses rivaux et à acheter ses alliés. Le père de Tien, au contraire, semble incarner une conception plus noble du pouvoir, fondée sur le respect des sujets et la protection des faibles, mais cette noblesse même le rend vulnérable au complot des ambitieux. Les brigands des griffes de Garuda exercent une autorité fondée sur la compétence et la loyauté, mais cette légitimité informelle ne résiste pas aux compromissions morales de Chernan. Aucune forme de pouvoir ne sort indemne de cette exploration critique, pas même celle que Tien pourrait un jour exercer, et cette lucidité désenchantée constitue l'une des forces méconnues du film. La place des armes dans la chorégraphie des combats mérite une étude approfondie car elle révèle une conception philosophique du rapport entre l'homme et l'outil de mort. Les armes ne sont jamais présentées comme des prolongements naturels du corps mais comme des partenaires exigeants dont il faut apprendre à maîtriser le caractère propre. Chaque épée possède son équilibre, chaque bâton sa souplesse, chaque chaîne sa danse particulière que le combattant doit intégrer dans sa propre gestuelle. Les séquences d'entraînement montrent Tien passant d'une arme à l'autre avec une humilité qui contraste avec la fierté des guerriers moins expérimentés, suggérant que la véritable maîtrise consiste à s'adapter plutôt qu'à imposer sa volonté. Cette leçon de sagesse martiale, discrètement dispensée tout au long du film, dépasse le cadre du simple spectacle pour toucher à une éthique du combat rarement exprimée avec tant de clarté. La photographie des scènes nocturnes atteint une qualité exceptionnelle qui mérite d'être saluée comme l'une des grandes réussites techniques du film. Les sources de lumière naturelle, torchées et feux de camp, créent des ambiances chaudes qui contrastent avec la froideur bleutée du clair de lune et dessinent des espaces où l'ombre et la lumière dansent ensemble. Les visages émergents de la pénombre gagnent en mystère et en intensité dramatique, chaque expression devenant plus significative par ce qu'elle révèle dans l'obscurité. Les combats nocturnes, particulièrement difficiles à filmer, bénéficient d'un éclairage savant qui permet de suivre chaque mouvement sans jamais sacrifier l'atmosphère crépusculaire. Cette maîtrise de la lumière pauvre distingue le film des productions standardisées qui éclairent leur nuit comme des jours et prouvent l'ambition esthétique constante de l'équipe technique. Le personnage de Chernan, dans sa complexité tragique, mérite une analyse psychologique approfondie qui éclaire les motivations profondes de sa trahison et de sa rédemption finale. Sa décision de sauver sa vie en livrant le père de Tien n'est pas présentée comme un choix délibéré de méchant mais comme une faiblesse humaine compréhensible face à la peur de la mort. Les années passées à élever l'enfant qui l'a rendu orphelin constituent une tentative de racheter sa faute, une rédemption par l'amour qui semble d'abord réussir tant sa sincérité paraît totale. La révélation de son crime le confronte à l'impossibilité d'échapper au passé, à la certitude que certains actes ne peuvent être effacés même par des années de dévouement. Son suicide provoqué apparaît alors comme la seule issue honorable pour un homme qui aime sincèrement celui qui l'a trahi et ne supporte pas de vivre avec le regard de sa victime. La dimension chorale du film, souvent négligée dans les analyses, mérite pourtant qu'on s'y arrête car elle contribue puissamment à la crédibilité de l'univers recréé. Les griffes de Garuda ne sont pas une masse indistincte mais une communauté de personnages aux compétences et aux personnalités diverses qui peuplent l'imaginaire du spectateur bien au-delà de leur temps d'écran limité. Les habitants du palais, serviteurs, gardes et courtisans, forment une société complexe avec ses hiérarchies, ses loyautés et ses trahisons que le film esquisse à grands traits sans jamais avoir le temps de développer. Les marchands d'esclaves, les villageois, les artistes de la cour constituent une toile de fond humaine riche qui donne épaisseur et crédibilité au récit principal. Cette attention à la figuration et aux personnages secondaires, typique des grandes fresques historiques, élève le film au-dessus de la simple série B d'action. La bande originale, composée de musiciens traditionnels et modernes, réalise une synthèse audacieuse entre les sonorités anciennes et les exigences contemporaines du cinéma d'action. Les percussions guerrières qui accompagnent les combats puisent dans le répertoire des musiques militaires siamoises tout en adoptant des rythmes plus nerveux adaptés au montage rapide. Les moments de méditation sont soutenus par des instruments à cordes dont les sonorités évoquent à la fois la musique de cour et les ambiances plus contemplatives du cinéma asiatique contemporain. Les transitions entre ces différents registres musicaux sont assurées avec une fluidité qui maintient la cohérence émotionnelle du film malgré la diversité des situations. Cette partition, trop rarement citée dans les critiques, contribue pourtant puissamment à l'identité sonore unique de l'œuvre. Le travail sur les costumes des combattants mérite une attention particulière car il conditionne non seulement l'esthétique mais aussi la crédibilité martiale des chorégraphies. Les vêtements amples des brigands permettent une liberté de mouvement totale tout en restant plausibles pour des guerriers vivants dans la jungle. Les protections portées par certains combattants, cuir tressé ou métal léger, témoignent d'une recherche d'authenticité historique qui honore le savoir-faire des artisans de l'époque. Les ninjas, vêtus de noir intégral, créent un effet visuel saisissant tout en respectant la tradition iconographique de ces guerriers de l'ombre. Les costumes de cérémonie, richement décorés, contrastent avec la rudesse des tenues de combat et soulignent visuellement la dualité des personnages.
Cette diversité vestimentaire participe à la richesse visuelle du film sans jamais nuire à la fluidité des mouvements. La question de l'identité personnelle, constamment remise en cause par les trahisons et les révélations, constitue l'un des fils rouges les plus profonds du récit. Tien se croit le fils d'un seigneur assassiné avant de découvrir que celui qui l'a élevé est aussi celui qui a tué ses parents, bouleversant ainsi toutes les certitudes sur lesquelles il avait construit sa vie. Chernan se pense capable de racheter sa faute par l'amour avant de comprendre que le passé ne s'efface pas et que l'identité d'un homme est faite de ses actes autant que de ses intentions. Rajasena lui-même, tout-puissant seigneur, découvre que sa position ne le protège pas des tentatives d'assassinat ni des trahisons de ses alliés. Cette instabilité fondamentale des identités traverse tout le film et interroge la possibilité même de se connaître et de connaître les autres dans un monde où les apparences sont systématiquement trompeuses. La représentation de la mort dans le film évite soigneusement toute complaisance morbide tout en refusant l'édulcoration qui affaiblirait l'impact dramatique des combats. Les corps des victimes, brièvement montrés, rappellent la réalité de la violence sans jamais s'y attarder de manière malsaine. Les morts importantes, celles des parents de Tien ou celles de Chernan, bénéficient d'un traitement dramatique qui souligne leur signification dans le parcours du héros. Les adversaires anonymes tombent sans que la caméra s'attarde sur leur agonie, maintenant ainsi le rythme de l'action sans alourdir le propos. Cette gestion équilibrée de la représentation de la mort témoigne d'une maturité artistique qui distingue le film des productions plus adolescentes du genre. L'importance des mains dans la chorégraphie des combats mérite une analyse spécifique tant elle constitue un langage corporel à part entière. Les positions des doigts, la façon de saisir une arme ou de former un poing, la grâce d'une ouverture avant la frappe, tout ce vocabulaire gestuel porte une signification précise que les initiés peuvent déchiffrer. Les mains de Tien, filmées en gros plans récurrents, racontent son histoire à travers leurs cicatrices, leur callosité, leur transformation progressive d'instruments de danse en outils de mort. Les mains de Chernan, qui ont porté l'enfant et tué ses parents, résument à elles seules la contradiction tragique du personnage. Cette attention aux détails infimes de la gestuelle manuelle élève la chorégraphie au rang d'écriture corporelle sophistiquée. La réception critique française, particulièrement sévère, peut être analysée comme le symptôme d'un malentendu culturel plus profond entre deux conceptions du cinéma d'action. Les attentes du public français, formé par des décennies de cinéma hollywoodien et de production locale, se heurtent à un film qui assume pleinement son appartenance à une tradition asiatique différente dans sa narration comme dans son esthétique. La structure en diptyque, imposée par les circonstances mais aussi typique des sagas épiques orientales, déroute des spectateurs habitués à des récits bouclés en un seul film. La performance dramatique de Tony Jaa, jugée insuffisante selon les critères occidentaux, correspond pourtant à un mode d'expression où le corps parle autant que le visage. Cette incompréhension mutuelle entre une œuvre et son public d'accueil constitue un cas d'école passionnant pour les études de réception cinématographique. La dimension politique du film, discrète mais constante, mérite d'être mise en lumière car elle ancre le récit dans une critique sociale qui dépasse le simple cadre historique. L'opposition entre la noblesse corrompue du palais et la communauté soudée des brigands dessine une géographie morale où la vertu se trouve paradoxalement chez les hors-la-loi. La trahison de Chernan, qui préfère sauver sa vie plutôt que de rester fidèle à ses convictions, illustre la fragilité des engagements humains face à la peur de la mort. L'impuissance du peuple, représentée par les villageois et les artistes, face au complot des puissants renvoie à des réalités sociales contemporaines que le film ne nomme jamais mais que le spectateur averti peut identifier. Cette dimension politique souterraine confère au film une actualité que son ancrage historique pourrait faire oublier. Le travail sur les transitions entre les différentes phases de la vie de Tien mérite une attention particulière car il conditionne la crédibilité de son parcours initiatique. Le passage de l'enfance à l'âge adulte est traité par une ellipse qui respecte le mystère de la croissance sans alourdir le récit de détails superflus. Les quelques scènes d'adolescence, judicieusement choisies, montrent l'évolution physique et psychologique du personnage sans jamais tomber dans la redondance. L'entrée en scène de Tony Jaa comme Tien adulte est préparée par une progression dramatique qui rend cette transition naturelle malgré le changement d'interprète. Cette maîtrise des ellipses temporelles, souvent négligée dans les critiques, constitue pourtant l'une des réussites discrètes du film. La place des femmes dans le récit, bien que marginale numériquement, mérite une analyse nuancée qui évite le procès facile en misogynie. La mère de Tien, bien que tuée très tôt, incarne une figure de douceur et de protection dont le souvenir guide son fils tout au long de sa quête. La jeune femme du clan des brigands, malgré son absence de nom et de dialogue significatif, possède une présence physique et une dignité qui forcent le respect. Les danseuses du palais, figures gracieuses mais impuissantes, représentent la beauté sacrifiée sur l'autel des ambitions politiques. Cette présence féminine, bien que discrète, n'est jamais dégradante ou humiliante, ce qui distingue le film de certaines productions plus explicites dans leur traitement des femmes.
Le problème n'est pas tant le traitement réservé aux personnages féminins que leur absence tout simplement, ce qui constitue une limite réelle mais différente de celle souvent dénoncée. La conception des combats collectifs, notamment ceux impliquant de nombreux participants, démontre une maîtrise de l'espace scénique et du rythme qui force l'admiration. La caméra parvient à suivre l'action principale sans perdre de vue la cohérence de l'ensemble, créant ainsi une lisibilité rare dans ce type de scène. Les différents affrontements individuels qui composent la bataille sont chorégraphiés comme des variations sur un thème commun, chacune apportant sa couleur particulière à la toile d'ensemble. Les moments de respiration, où l'action ralentit pour se concentrer sur un duel décisif, alternent avec les phases de chaos général où les corps s'entrechoquent dans une confusion maîtrisée. Cette architecture complexe des combats collectifs témoigne d'un savoir-faire technique que peu de réalisateurs au monde possèdent à ce niveau. Et la symbolique des nombres et des cycles traverse discrètement le film et mérite d'être déchiffrée pour en apprécier toute la richesse. Les 3 épreuves d'initiation renvoient à la structure ternaire des rites de passage présents dans toutes les cultures humaines. Les 7 années d'apprentissage, évoquées rapidement, correspondent à des cycles complets de formation dans de nombreuses traditions martiales. Les 12 coups portés lors de certaines séquences rituelles évoquent des conceptions cosmologiques où le nombre possède une signification sacrée. Cette présence discrète des nombres dans la structure du récit, jamais explicitée mais constamment suggérée, ancre le film dans une vision du monde où le temps et l'espace sont ordonnés selon des principes mathématiques sacrés. Le spectateur attentif peut y trouver une source supplémentaire de plaisir interprétatif sans que cette dimension n'alourdisse jamais le récit pour le spectateur moins averti. La question de la mémoire et de l'identité, déjà évoquée, mérite un approfondissement car elle constitue peut-être le thème le plus riche du film. Tien construit son identité sur le souvenir de parents assassinés, mais ce souvenir lui-même est partiellement faux car il ignore l'identité réelle du meurtrier. Chernan fonde sa nouvelle vie sur l'oubli de son crime, mais cet oubli volontaire ne résiste pas à la confrontation avec la vérité. Rajasena tente de contrôler la mémoire collective en éliminant ses ennemis et en réécrivant l'histoire, mais cette manipulation rencontre ses limites face à la mémoire vivante des survivants. Le film interroge ainsi la possibilité même d'une identité stable dans un monde où le passé peut être à tout moment réinterprété par une révélation nouvelle. Cette réflexion sur la mémoire, rare dans le cinéma d'action, élève considérablement la portée philosophique du projet. La performance de Tony Jaa dans les scènes de combat, unanimement saluée, mérite pourtant une analyse plus précise qui distingue ses différentes composantes. Sa vitesse d'exécution, qui défie les capacités humaines ordinaires, crée un effet de surnaturel qui renforce le statut quasi mythologique de son personnage. La précision de ses placements, jamais un centimètre de trop ou pas assez, garantit la sécurité des partenaires tout en maintenant l'intensité dramatique des affrontements. L'expressivité de son corps pendant le combat, qui passe de la rage à la détermination puis parfois à la douleur, ajoute une dimension psychologique aux chorégraphies les plus techniques. Son endurance, visible dans les séquences les plus longues où la fatigue commence à marquer son visage, communique au spectateur la réalité physique de l'effort consenti. Cette maîtrise technique exceptionnelle justifie à elle seule le statut de star internationale qu'il a légitimement acquis. L'importance des décors naturels dans la construction de l'atmosphère du film mérite une analyse approfondie qui distingue les différents environnements explorés. La jungle dense des premières séquences, avec ses lianes et ses racines tentaculaires, figure le chaos originel d'où Tien doit émerger pour devenir lui-même. Les clairières où s'entraînent les brigands, espaces ouverts mais protégés, représentent des lieux de transformation où la communauté forge ses guerriers. Les palais, avec leur géométrie rigide et leurs perspectives contraignantes, incarnent l'ordre oppressif contre lequel Tien doit lutter. Les rivières, traversées à plusieurs reprises, symbolisent les passages entre différents états de l'être, les frontières entre la vie d'avant et celle d'après. Cette lecture des paysages comme métaphore du parcours intérieur du héros enrichit considérablement l'expérience visuelle du film. La direction des acteurs secondaires, souvent négligée dans les analyses, mérite pourtant une reconnaissance car elle contribue puissamment à la crédibilité de l'univers. Les membres des Griffes de Garuda possèdent chacun une physionomie, une gestuelle et une présence qui les rendent immédiatement identifiables malgré leur temps d'écran limité. Les gardes du palais, simples silhouettes pour la plupart, incarnent pourtant une forme d'autorité brutale par leur seule posture et leur regard. Les serviteurs, les marchands, les villageois composent une humanité diverse et crédible qui peuple l'espace du film sans jamais le surcharger. Cette attention au moindre rôle témoigne d'un respect pour le travail d'acteur à tous les niveaux de la production qui force le respect. La question du pardon, centrale dans le dénouement tragique, mérite une analyse théologique qui éclaire la spécificité de la culture thaïlandaise. Le suicide provoqué de Chernan, en se jetant sur l'épée de Tien, peut être interprété comme un sacrifice expiatoire conforme aux conceptions bouddhistes de la rédemption par le don de soi. Tien,
En acceptant cette mort sans la provoquer activement, évite de charger son karma du poids d'un parricide tout en obtenant la vengeance qu'il recherchait. La culpabilité de Chernan, portée pendant des années, trouve ainsi une résolution qui libère à la fois le coupable et la victime du cycle infernal de la haine. Cette dimension religieuse du dénouement, rarement commentée, ancre pourtant le film dans une conception du monde où la justice humaine doit composer avec les lois cosmiques du karma et de la renaissance. Le spectateur occidental, ignorant ces conceptions, risque de manquer cette strate essentielle de signification. La conception des armes utilisées dans le film mérite une attention particulière car elle témoigne d'une recherche d'authenticité historique qui honore le patrimoine martial thaïlandais. Les épées krabi, avec leurs lames courbes caractéristiques, sont reproduites avec une fidélité qui ravira les collectionneurs et les amateurs éclairés. Les bâtons longs, utilisés dans de nombreuses séquences, correspondent exactement aux spécifications des traités d'arts martiaux anciens. Les lances, les poignards, les arcs et les flèches respectent les proportions et les matériaux des originaux, créant ainsi un inventaire presque exhaustif de l'armement traditionnel. Cette exigence dans la reproduction des armes participe à la crédibilité historique du film tout en offrant un spectacle visuel d'une grande richesse pour les initiés capables d'apprécier ces détails. La place de l'enfance dans le récit mérite une analyse spécifique car elle conditionne toute la suite du parcours de Tien. Les premières scènes, avec le jeune acteur, établissent un contraste saisissant entre l'innocence de l'enfant et la violence du monde qui l'entoure. Les jeux du petit Tien, interrompus brutalement par l'assassinat de ses parents, figurent la fin de toute insouciance et l'entrée forcée dans l'âge adulte. Les souvenirs d'enfance qui traversent la conscience du Tien adulte, notamment ceux liés à la danse con, constituent des îlots de douceur dans un océan de violence. La relation avec Chernan, commencée dans l'enfance, porte la marque indélébile de cette période où la confiance était encore possible avant d'être brisée par la révélation de la vérité. Cette présence de l'enfance tout au long du film, par le biais des flashbacks et des réminiscences, confère à Tien une profondeur psychologique inhabituelle dans le genre. La photographie des scènes d'intérieur, notamment celles se déroulant au palais, mérite une analyse technique qui distingue ses différentes composantes. L'utilisation des torchers comme source de lumière principale crée des ambiances chaudes et vacillantes qui évoquent la fragilité du pouvoir face aux ténèbres qui l'entourent. Les jeux d'ombre sur les visages des courtisans traduisent visuellement la duplicité des personnages et les complots qui se trament dans l'ombre. Les reflets sur les armures et les bijoux, soigneusement contrôlés, ajoutent des points de lumière qui structurent l'espace et guident le regard du spectateur. La profondeur de champ, souvent importante, permet de suivre simultanément plusieurs actions dans des plans-séquences complexes qui maintiennent la continuité dramatique. Cette maîtrise technique de la lumière artificielle prouve que l'équipe de tournage possédait les compétences nécessaires pour rivaliser avec les plus grandes productions internationales. Le personnage de Rajasena, dans sa cruauté méthodique, mérite une analyse politique qui éclaire les mécanismes de la tyrannie. Son élimination systématique de tous ses rivaux potentiels, y compris les enfants, témoigne d'une conception paranoïaque du pouvoir où la moindre menace future doit être éradiquée avant même de se manifester. Sa capacité à retourner ses ennemis contre eux-mêmes, comme dans le cas de Chernan, révèle une intelligence psychologique redoutable mise au service de ses ambitions. L'armure qu'il porte sous ses vêtements lors de l'attentat de Tien illustre sa prudence maladive et sa méfiance envers le monde entier, y compris ses plus proches alliés. Sa satisfaction finale à la vue de Tien capturé, enchaîné et brisé, révèle une jouissance sadique du pouvoir qui dépasse le simple calcul politique pour atteindre une dimension presque pathologique. Cette caractérisation nuancée du tyran, sans complaisance mais sans caricature, honore l'intelligence du scénario. La dimension chorégraphique des combats individuels, notamment ceux opposant Tien à des adversaires singuliers, mérite une analyse détaillée qui distingue les différentes approches selon les opposants rencontrés. Contre les combattants brutaux, Tien utilise la vitesse et l'esquive plutôt que la force brute, illustrant ainsi l'intelligence tactique du personnage. Face aux maîtres d'armes expérimentés, il déploie toute la gamme des techniques apprises pendant sa formation, rendant hommage à ses différents maîtres. Dans l'affrontement contre l'homme-corbeau, il atteint les limites de ses capacités et découvre la défaite, expérience humiliante mais formatrice qui le prépare à des combats futurs. Chaque affrontement constitue ainsi une leçon qui fait progresser le personnage dans sa maîtrise martiale et sa connaissance de lui-même. Cette conception pédagogique des combats, rarement explicite mais constamment présente, élève le film au-dessus de la simple succession de scènes d'action. La question de la transmission culturelle, déjà évoquée, mérite un approfondissement car elle constitue peut-être la préoccupation la plus personnelle de Tony Jaa dans ce projet. Les arts martiaux traditionnels thaïlandais, menacés par la modernisation et l'influence occidentale, trouvent dans ce film une vitrine exceptionnelle qui peut susciter des vocations chez les jeunes générations. La danse con, patrimoine immatériel de l'humanité,
bénéficie d'une mise en valeur qui rappelle sa beauté et sa complexité à un public qui l'aurait peut-être oublié. Les techniques de combat ancestrales, codifiées dans des traités que plus personne ne lit, retrouvent vie sous l'impulsion des chorégraphes et des cascadeurs. Ce devoir de mémoire, assumé avec fierté mais sans lourdeur didactique, constitue la dimension la plus noble du projet et justifierait à elle seule l'existence du film, indépendamment de ses qualités et défauts par ailleurs. La gestion du rythme narratif, souvent critiquée pour ses inégalités, peut être comprise comme le reflet des contradictions internes du projet entre ambition épique et contraintes de production. Les scènes d'action, prioritaires dans l'esprit des réalisateurs, bénéficient d'un tempo rapide et d'une énergie communicative qui maintiennent le spectateur en haleine. Les séquences dramatiques, moins maîtrisées, souffrent de longueur et de redondance qui trahissent peut-être l'embarras des auteurs face à des passages qu'ils maîtrisent moins bien. Les transitions entre ces deux registres, parfois abruptes, créent des ruptures de ton qui peuvent déstabiliser le spectateur le moins averti. Cette dualité rythmique, défaut pour les uns, peut être revendiquée par d'autres comme la marque d'un cinéma qui assume ses contradictions plutôt que de les gommer artificiellement. L'appréciation de cette question dépend largement des attentes que chacun projette sur le film. La présence des ninjas dans le film, bien que historiquement discutable dans le contexte thaïlandais du XVe siècle, mérite d'être analysée comme un choix esthétique et symbolique plutôt que comme une prétention à l'exactitude historique. Ces guerriers de l'ombre, venus de l'imaginaire japonais, apportent une dimension fantastique qui tranche avec le réalisme martial des autres combattants. Leur noirceur absolue, des vêtements aux masques, crée un contraste visuel saisissant avec les couleurs vives des costumes thaïlandais. Leur technique de combat, plus acrobatique et spectaculaire que celle des autres guerriers, ajoute une variété bienvenue au catalogue des affrontements. Cette hybridation culturelle, assumée comme telle, participe à la richesse visuelle du film sans prétendre à une quelconque authenticité historique qui n'est pas son propos. L'importance du regard dans la construction des personnages mérite une analyse qui distingue la fonction des différents types d'échanges visuels. Les regards échangés entre Tien et Chernan, pendant leur vie commune, traduisent une complicité et une affection que les mots n'expriment jamais directement. Le regard de Rajasena sur ces sujets, froid et calculateur, objective littéralement ceux qu'il considère comme des instruments à sa disposition. Les regards des brigands entre eux, pleins de respect et de confiance mutuelle, cimentent la communauté bien plus efficacement que n'importe quel serment. Le regard de Tien sur ses adversaires, qui passe de la haine à la compréhension lors du combat final contre Chernan, résume à lui seul toute l'évolution psychologique du personnage. Cette richesse du langage visuel compense largement les faiblesses des dialogues et constitue l'une des grandes forces du film. La conception des costumes de cérémonie, particulièrement ceux portés lors des danses con, atteint un niveau de sophistication qui mérite une reconnaissance spécifique. Les coiffes dorées, ornées de pierreries et de motifs complexes, transforment les danseurs en divinités vivantes échappées des fresques des temples. Les vêtements de soie brodés, aux couleurs éclatantes, créent des taches de lumière qui tranchent magnifiquement avec l'obscurité environnante. Les masques, sculptés avec une précision extrême, figurent les expressions figées des personnages mythologiques du Ramakien, l'épopée nationale thaïlandaise. La lenteur des mouvements imposés par ces costumes somptueux contraste avec la rapidité des combats et crée un rythme visuel alterné qui structure l'expérience esthétique du spectateur. La question de la vengeance, moteur principal de l'intrigue, mérite une analyse morale qui distingue ces différentes manifestations selon les personnages. La vengeance de Tien, légitime en apparence puisqu'il cherche à punir les assassins de ses parents, se révèle problématique lorsqu'elle s'exerce contre Chernan qu'il aime comme un père. La vengeance de Rajasena contre ceux qui menacent son pouvoir, systématique et disproportionnée, illustre la dérive tyrannique d'une justice confisquée par le souverain. La vengeance des brigands contre ceux qui les oppriment, plus collective et politique, interroge la légitimité de la violence révolutionnaire. Le film n'apporte pas de réponse définitive à ces questions morales complexes mais les expose dans toute leur ambiguïté, laissant au spectateur le soin de se faire sa propre opinion. La performance de Tony Jaa dans les scènes dramatiques, souvent jugée insuffisante, mérite pourtant d'être réévaluée à la lumière des contraintes spécifiques du cinéma d'action asiatique. Son jeu, plus sobre et moins expressif que ce que le public occidental attend, correspond à une tradition esthétique où l'intériorité se manifeste par la retenue plutôt que par l'explosion émotionnelle. Les moments où il laisse transparaître la douleur, par un infime changement dans le regard ou la posture, acquièrent une puissance décuplée par ce contraste avec l'habituelle impassibilité du guerrier. La fatigue visible sur son visage après les longs combats communique une authenticité physique que n'importe quelle performance dramatique ne pourrait égaler. Cette économie d'expression, typique de certaines traditions théâtrales asiatiques, demande au spectateur un effort d'attention et d'empathie que beaucoup ne sont pas prêts à fournir. L'utilisation des éléments naturels, eau, terre, feu et air,
méritent une analyse symbolique qui éclaire leur fonction dans le récit. L'eau, présente dans la fosse aux crocodiles et les rivières traversées, représente à la fois la mort possible et la purification nécessaire avant toute renaissance. La terre, celle de la jungle et des clairières, incarne l'enracinement dans une tradition et une communauté que Tien finira par perdre. Le feu, des torchers aux incendies, figure la destruction violente mais aussi la lumière de la vérité qui éclaire enfin les trahisons passées. L'air, dans les sauts acrobatiques et les chutes, symbolise la liberté rêvée par le héros et constamment refusée par les circonstances. Cette présence symbolique des 4 éléments, jamais soulignée mais constamment perceptible, enrichit la lecture du film pour qui accepte d'y prêter attention. Et la place des rituels dans la vie quotidienne des personnages, qu'ils soient brigands ou courtisans, mérite une analyse anthropologique qui distingue leurs différentes fonctions. Les rituels d'initiation, comme les 3 épreuves, marquent les transitions entre les âges de la vie et les statuts sociaux. Les rituels de combat, avec leur salut et leur code, civilisent la violence en l'inscrivant dans des formes convenues qui limitent sa barbarie. Les rituels funéraires, brièvement évoqués, rappellent que la mort n'est pas une fin mais un passage vers d'autres états de l'être. Les rituels quotidiens du clan, repas pris en commun, gardes partagés, entraînement collectif, tissent le lien social qui fait la force de la communauté. Cette attention aux dimensions rituelles de l'existence ancre le film dans une conception du monde où chaque geste possède une signification qui dépasse sa simple fonction pratique. La conception des cascades, exécutée sans filet par Tony Jaa et ses partenaires, atteint un degré de péril qui force le respect et l'admiration. Les chutes de plusieurs mètres sur des surfaces dures, les impacts contre des obstacles naturels, les combats au bord de précipices, tout cela a été réalisé sans recours aux effets numériques qui auraient pu sécuriser artificiellement ces séquences. La conscience de ce danger réel, partagé par le spectateur, ajoute une dimension d'adrénaline que les images de synthèse ne peuvent produire. Les blessures effectivement subies par les cascadeurs pendant le tournage, bien que non montrées, participent à la légende d'un cinéma physique dont Tony Jaa est devenu l'un des derniers représentants. Cette authenticité du risque, héritière des plus grandes heures du cinéma hongkongais, distingue radicalement cette production des blockbusters occidentaux saturés d'effets spéciaux. La relation entre le film et son public thaïlandais, beaucoup plus positive que la réception occidentale, mérite une analyse sociologique qui éclaire les attentes spécifiques de ce marché. Le public local, fier de voir son patrimoine culturel magnifié à l'écran, a pardonné au film ses faiblesses narratives pour célébrer sa réussite esthétique et martiale. La présence de stars nationales comme Sorapon Chhatray, vétéran respecté de plusieurs décennies de cinéma thaïlandais, a rassuré les spectateurs les plus âgés sur la qualité du projet. Les références à l'histoire siamoise, imperceptibles pour un étranger, ont été appréciées par des spectateurs capables de les décoder et de les replacer dans leur contexte. Tony Jaa, considéré comme un trésor national vivant, bénéficie d'une indulgence que les critiques étrangers ne lui ont pas accordée, preuve que la réception d'une œuvre dépend au moins autant du contexte culturel que de ses qualités intrinsèques. La dimension métaphysique du combat final entre Tien et Chernan mérite une analyse approfondie car elle dépasse largement le simple affrontement physique pour atteindre une portée philosophique. Les 2 hommes, liés par des années d'amour filial et par un crime originel ineffaçable, incarnent 2 conceptions opposées de la rédemption par l'action. Chernan cherche à expier sa faute en se sacrifiant, offrant sa vie en paiement de celle qu'il a prise des années plus tôt. Tien, en acceptant ce sacrifice sans le provoquer activement, préserve sa propre innocence tout en obtenant la vengeance qu'il poursuivait. Leur corps entremêlé dans la mort, celui du père adoptif transpercé par l'épée du fils adoptif, figure visuellement l'impossibilité de séparer définitivement l'amour de la haine quand ils puisent à la même source. Cette complexité métaphysique, rarement atteinte dans le cinéma d'action, justifierait à elle seule la vision du film. La question de l'exil et de l'appartenance traverse tout le parcours de Tien et mérite une analyse psychologique qui éclaire sa quête d'identité. Exilé de sa famille par l'assassinat de ses parents, il cherche une nouvelle appartenance au sein du clan des Griffes de Garuda. Exilé de ce clan par la trahison de Chernan, il se retrouve à nouveau seul face à son destin. Exilé de lui-même par la révélation de la vérité, il ne sait plus qui il est ni en qui il peut avoir confiance. Cette succession d'exils, qui le dépouille progressivement de toutes ses appartenances, le prépare paradoxalement à devenir enfin lui-même, débarrassé des identités héritées ou imposées. Le cliffhanger final, avec Tien capturé et brisé, figure l'aboutissement de ce processus de dépouillement avant la renaissance espérée dans le second volet.